Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand vous êtes enfant d'immigrés ou enfant de pauvres, a priori, malheureusement, l'école ne va pas favoriser votre réussite scolaire, hein. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'école, elle valorise certains capitaux et pas d'autres. Ce qu'on appelle par exemple la culture générale, en fait, elle n'a rien de général. En fait, c'est une culture qui est située. Ce sont un certain type de connaissances que l'on valorise et qui, évidemment, en fait, qu'on retrouve chez les classes dominantes. Tout d'abord, Ramadan Mubarak à tous. J'espère que vous en profitez au maximum. De mon côté, petit update, je suis rentré en France tant que les choses se calment avec la situation liée au Covid-19, mais alhamdoulilah, ça me permet de pouvoir passer le Ramadan proche de la famille. L'invité de notre semaine est Hamza Esmili, doctorant en sociologie. Dans cet épisode, on parle de ses différents travaux de recherche, notamment sur le printemps arabe et la pensée islamique contemporaine. Ben, en fait, j'ai souvent posé cette question, est-ce que vous regrettez? Et jamais, alors jamais, mais vraiment, c'est-à-dire que même pour les gens, la question était insultante. Jamais on ne m'a dit je regrette. On m'a dit écoutez, moi j'ai tout perdu, mais s'il fallait refaire, je le ferais. Si tu aimes les podcasts et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Hamza. Wa alaykoum salam, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi, comment vas-tu? Alhamdulillah, tout va bien. Alhamdulillah. Super, comment se passe le confinement? Bah écoute, non, non, alhamdoulilah, on a la chance d'être dans de bonnes conditions. Maintenant, je vois bien que c'est très difficile pour plein de gens. Moi, je suis à Saint-Denis et malheureusement, il y a énormément de pauvreté, énormément de situations très difficiles à Saint-Denis. Donc, qu'Allah vienne en aide de tout le monde, Inch'Allah. Amin. Pour commencer, est-ce que du coup tu pourrais te présenter? Oui, alors je m'appelle Hamza Smaili, je suis sociologue, je suis en fin de thèse de doctorat à deux écoles, à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école normale supérieure, et j'enseigne à l'université Paris 8, donc ici à Saint-Denis. Tu enseignes sur quel domaine? Dans un master de Paris 8 qui s'appelle la Master Méditerranée Maghreb Europe, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom pour s'appeler Sciences sociales de la Méditerranée, pardon. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, vise à travailler, enfin, les étudiants travaillent sur des problématiques communes, en fait, aux deux rives de la Méditerranée. Donc, c'est beaucoup des étudiants qui soit vont faire de la recherche, soit de la coopération internationale, soit de l'action culturelle, soit de l'associatif, soit voilà, ou travailler dans des organismes gouvernementaux, etc. Et donc, j'ai le plaisir d'y enseigner. Alors, moi, j'y enseigne la sociologie. Et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup, alors je le dis aux auditeurs qui seraient intéressés, on a beaucoup, beaucoup à la fois d'étudiants qui sont donc d'ici, de France, soit qui sont d'origine maghrébine ou pas, et aussi Mmh. beaucoup de gens qui viennent du Maghreb. Donc, ça crée vraiment des conditions assez intéressantes de discussion, de réflexion. Donc, il y a un côté recherche, hein, il y a des gens qui font des thèses de doctorat, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui font de la coopération internationale, de l'action culturelle, du travail dans des organismes gouvernementaux, de l'associatif, voilà, des métiers en fait de la diplomatie. Donc, des métiers qui sont liés à la connexion, si on veut, entre les deux rives de la Méditerranée. Cool, c'est intéressant. Du coup, c'était Ibrahim Bechouri qui m'avait recommandé de te contacter. Donc il me disait que tu travaillais sur la pensée islamique contemporaine, la révolution syrienne et le printemps arabe. Ouais, ma thèse de doctorat, en fait. C'est, comme j'ai dit, j'espère finir ça Inch'Allah cette année, ça va probablement avoir lieu l'an prochain. Et effectivement, donc je travaille, en fait, en manière générale, sur comment les musulmans, alors surtout en France, mais pas que, en fait, réinvestissent leurs traditions pour répondre, en fait, à des enjeux du contemporain. Donc, en fait, notamment sur le plan politique. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup d'enquêtes, notamment en France, encore une fois. J'ai beaucoup travaillé donc, en région parisienne, mais j'ai aussi pas mal travaillé en Syrie, où avec un collègue à moi, Mounir Sajsari, on a mené deux enquêtes en 2016 et 2017. Oui, c'est ça, 2016-2017, donc à la Mmh. frontière turco-syrienne en Irak, en fait. Et c'était autour, effectivement, de la révolution syrienne et donc de la pensée de la révolution syrienne, c'est-à-dire ces gens-là, à quoi ils s'opposent, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sortent, parfois ils se sacrifient, pour quelles idées, pour quelle façon d'être, si on veut. Donc voilà, Mmh. donc c'est un peu ça en fait mon propos. Alors effectivement, c'est aussi lié au printemps arabe parce que donc toujours avec ce collègue Moussa Salsakhi, on a tous les deux été bon. Moi, je suis marocain, je suis arrivé en France il y a 10 ans, donc en fait pour faire mes études, et je me suis à l'époque pas mal investi dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, donc les différents mouvements politiques dans la région en 2011. Alors, avec ce collègue, on avait notamment fondé une association qui s'appelait Autre Maroc, qui était une association un peu politique, proposer
d'autres façons de faire au Maroc en termes de gouvernement, mais surtout oui, de mobilisation et de lutte. Mhm. Et donc, en fait, cet intérêt vient de là. En fait, l'intérêt pour, disons, si on veut la politique, mais pas seulement la politique au sens institutionnel, mais comment les gens, en fait, se révoltent, il vient, en fait, d'un engagement personnel moi-même. Maintenant on commence à avoir un peu de recul sur le printemps arabe, et vu que tu travailles pas mal sur ce sujet, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu rapidement comment s'est déroulé le printemps arabe, surtout enfin, au Maghreb et dans les pays du Moyen-Orient, et qui ont été les éléments déclencheurs? C'est une question importante, merci, parce qu'effectivement, alors il faut d'abord dire, en fait, dans quoi vient s'insérer, en fait, le printemps arabe. C'est-à-dire que pendant des décennies, hein, en Europe, mais même dans les pays arabes eux-mêmes, on a dit que, ces peuples-là étaient condamnés à l'immobilisme, qu'ils étaient, en fait, condamnés à être dirigés d'une main de fer, que d'ailleurs c'est ce qu'il leur fallait. Il leur fallait être dirigés d'une main de fer parce que sinon ça aurait des conséquences, terribles, parce qu'en fait ces gens-là ne savent pas se gouverner et cetera. Donc et effectivement, pendant des décennies, même s'il y a eu vraiment très très souvent des révoltes, des mouvements sociaux, des mobilisations, etc., on a quand même vu des dirigeants rester en place 30 ans, 40 ans. Hosni Moubarak, par exemple, est resté en place plus de 30 ans. Euh, Ben Ali en Tunisie de même, etc. Donc, le Maroc Hassan II. Donc voilà, on a en fait cette espèce de façon de faire un peu facile de décrire en fait les pays et les peuples arabes comme étant des pays et des peuples qui acceptent en fait d'être dominés. Mmh. Et en fait, ce qui arrive en 2011, en fait, bon, alors, la chronologie, tout le monde la connaît. Donc, fin décembre 2010, Mohamed El Bouazizi, Allah yarhamou, donc, qui était un vendeur ambulant, met le feu en fait à lui-même. Et en fait, parce qu'il avait été, comment dire, méprisé par une policière qui lui avait saisi sa marchandise. Donc, et ça l'avait, en fait, cette humiliation, en plus de toutes les autres humiliations qu'il avait vécues, enfin, avait fait qu'il ne supportait plus cette vie-là. Et en fait, ça a déclenché donc un mouvement très très fort en fait de révolte d'abord en Tunisie, c'est-à-dire que les gens se sont très vite identifiés à ce monsieur. Très vite en fait, les gens se sont vus dans ce monsieur, ont compris en fait que ce qu'il avait vécu, c'était pas si loin de ce que eux vivaient en fait au quotidien. Et puis ensuite, pas seulement en Tunisie, mais dans d'autres pays, parce que d'autres pays partagent en fait ce vécu-là. Donc au Maroc, en Égypte, en Syrie, au Yémen, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Irak, au Liban, voilà, donc en Libye, bien sûr. Donc, on a vraiment eu énormément de groupes et de personnes qui se sont identifiées à cette colère-là. Et en fait, Mmh. cette colère, elle a été extrêmement forte et vraiment très profonde et très sincère, mais on lui a donné des traductions qui sont différentes, si on veut. C'est-à-dire que, en fait, en fonction des contextes nationaux, des contextes d'opposition à l'État, par exemple, en fonction des réponses de l'État, ben, en fait, cette colère, elle a eu, si on veut, des traductions différentes. Par exemple, au Maroc, en fait, très vite, elle a été un peu étouffée, cette colère, par, en fait, une espèce de mainmise du champ politique institutionnel, des partis politiques, qui ont vite poussé, en fait, on dit un peu la solution à tout ça, c'est des élections et c'est une nouvelle constitution. Et en Mmh. fait, ça a été donné et ça a un peu tué dans l'œuf cette colère. Et en fait, ça a fait que, en gros, tout a changé pour que rien ne change, en fait, si on veut dire les choses de manière un peu facile. En Tunisie, il y a eu autre chose. En Tunisie, un régime, enfin, disons que le président est parti, mais le régime est resté. Et donc, c'est aussi une traduction particulière. En fait, on est allé, par exemple, aujourd'hui en Tunisie, c'est vraiment très impressionnant à quel point, en fait, vous avez une très forte présence des fondations internationales, des fondations allemandes, par exemple, de l'Union européenne, etc. Donc, il y a eu, en fait, cette traduction-là. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à la Syrie, qui, pour moi, a été le mouvement le plus profond du printemps arabe. C'est-à-dire que là où la colère a été le plus profonde et a touché le plus de gens, et avec malheureusement les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire un État qui n'a pas lâché, un État qui, dès le début, a eu la décision, en fait, a pris la décision de massacrer son peuple, en fait, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait le choix euh, de c'était que si en fait il y a une phrase comme ça en fait assez connue donc de Brecht le dramaturge allemand qui dit en fait on n'a pas réussi à changer le gouvernement alors on a changé le peuple. Bah, l'état Mmh. syrien a fait ça en fait, c'est-à-dire que il a dit c'est moi ou vous. D'ailleurs il y a un slogan célèbre en fait de l'armée syrienne qui dit al Assad ou nahraq al balad. Donc soit Assad soit on brûle le pays, et en fait c'est ce qu'ils ont fait. La réaction des peuples, a été plutôt similaire dans tous les pays.
Oui, je défends l'idée que le point de départ, en fait, était similaire. C'est-à-dire, en fait, il y a eu, en fait, une identification globale, des peuples arabes les uns aux autres. Alors je dis les peuples arabes, Mmh. en fait, c'est pas forcément la bonne façon de le dire parce que dans les peuples arabes, il y a plein de gens qui, ne sont pas que arabes, sont autre chose aussi, sont amazirs, sont kurdes, sont et cetera. Mais disons, en fait, cette aire géographique-là, les gens se sont identifiés les uns aux autres. Par exemple, même récemment, dans le Hirak du Rif, un mouvement qui a eu lieu donc dans le nord du Maroc, les gens disaient: «Min Sidi Bouzid al-Hoceima machi baïd». Donc de Sidi Bouzid en Tunisie à Al-Hoceima au nord du Maroc, c'est pas loin. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait? Ils veulent dire que en fait notre vécu est le même et notre colère est la même. En fait, et puis c'est une menace. En fait, c'est une menace à Mmh. l'État. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Donc ils disent attention, si ça se trouve, ce qui va se passer au Maroc, ça va être comme la Tunisie. Donc vous voyez, en fait, c'est pas seulement en fait si vous voulez, une espèce de reconstruction que font les chercheurs a posteriori pour dire que voilà, c'est des gens qui se ressemblent un peu et en fait, ils ont eu à peu près les mêmes révoltes. Non, c'est que les gens eux-mêmes qui se révoltaient se réclamaient les uns des autres. Se regarder un Regardez, tout à fait. Par exemple, en fait, on dit en général que ce qui a déclenché la révolution syrienne, ça a été l'enlèvement, en fait, le massacre de 14 adolescents dans la ville d'Daraa en Syrie par le régime syrien. Et en fait, ces 14 adolescents, en fait, ils avaient écrit sur le mur en fait, de la ville, ils avaient écrit Ija dawrak ya docteur. Donc, c'est ton mmh. tour, docteur. Vous savez, Bachar al-Assad est ophtalmo. Donc, en fait, effectivement, c'est un médecin. Donc, c'est ton tour par rapport à ceux qui étaient déjà partis. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a toujours eu, dans le printemps arabe, dans les peuples de la région, en fait, une espèce de circulation des idées et des révoltes, en fait. Mais d'ailleurs, en fait, si on y réfléchit un petit peu, aujourd'hui, ça nous semble un peu absurde, au point que parfois, malheureusement, certains ont recouru en fait, à des espèces de, malheureusement, beaucoup de complotisme pour expliquer pourquoi les gens se révoltent d'un coup, comme si les gens ne pouvaient pas en fait, se mobiliser d'eux-mêmes. Ben, en fait, c'est assez ancien dans l'histoire musulmane, dans l'histoire islamique. En fait, on est toujours très étonné de voir à quel point les idées circulent. En fait, même dans des moments où voilà, les moyens technologiques ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et en fait, les gens discutaient les uns avec les autres. Vous pouvez avoir un savant du Maroc qui discute avec un savant de l'Inde, par exemple. En fait, il y a eu toujours en fait cette façon de un peu antinationaliste de construire les idées, les appartenances, etc. En fait, les gens voyageaient beaucoup, il y avait beaucoup, notamment à travers le pèlerinage, bien sûr, mais pas que. Et les gens s'écrivaient beaucoup les uns les autres, les savants surtout, mais pas que. En fait, vous pouvez aussi partir en pèlerinage sans être savant. Mmh. Donc en fait, quelque part, c'est comme si en fait, à travers le printemps arabe, on avait retrouvé une espèce de vieille tradition islamique où ce qui se passe en fait à Fès au Maroc peut en fait résonner avec ce qui se passe à Bagdad en Irak. Tu as parlé de l'élément déclencheur, hein, tu disais la personne qui s'est immolée en fin 2010. C'est pas ce simple élément qui a déclenché la révolution. Qu'est-ce qui, de manière générale, déclenche une révolution dans ces pays arabes? En plus, même en fait, quand on dit déclencheur, on dit en fait comme s'il n'y avait rien avant. En fait, c'est pas Mmh. vrai. Il y a Bien sûr. énormément de révoltes avant. En fait, par exemple, en Tunisie, pendant toute la fin des années 2000, en fait, on a eu un mouvement très fort à Gafsa. Gafsa, c'est une ville minière et industrielle en fait de la Tunisie, où en fait il y avait eu des mouvements très forts et très réprimés. Pareil au Maroc. En fait, au Maroc, pendant l'année 2010, on a eu le mouvement de Gdimezig, qui est en fait au sud du Maroc, une ville, enfin une ville, c'est à Laayoune en fait. Il y a eu un campement qui a été réprimé très fort en fait par les autorités étatiques. Donc évidemment, en fait, c'est pas tellement en fait ce qui déclenche, mais ce qui d'un coup va tout amplifier. En fait, c'est-à-dire Mmh. qu'il se passe déjà quelque chose et d'un coup, en fait, une espèce d'histoire dans laquelle tout le monde se reconnaît. Ici, donc Mohamed Bouazizi Lahmo, qui en fait était un diplômé chômeur et qui était marchand ambulant, et en fait sa marchandise va être saisie par, euh, par, euh, par, par l'État, par la police. En fait, ça va faire que toutes ces colères-là qui existaient, en fait, elles vont se rejoindre. En fait. Mmh. C'est pas tellement un déclencheur, en fait, c'est un amplificateur, si on veut. Mais c'est un peu aussi ce qui s'est passé au Maroc assez récemment, dans ce qu'on appelle le Hirak du Rif, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc un mouvement social qui a eu lieu en fait dans le nord du Maroc parce que une histoire très similaire, un vendeur de poissons s'était fait saisir sa marchandise par la police. Il a voulu sauver en fait sa marchandise et ensuite dans la benne à ordures on l'avait jeté et en fait alors on ne sait pas si c'est intentionnel ou pas. Les militants, les gens qui étaient sur place disent que c'est intentionnel. C'est difficile à dire évidemment, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la benne à ordures a été actionnée et l'homme est mort dans la benne à ordures. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est pas la mort de Mohsin Fikri Lahmo qui l'a déclenché. Mais Mmh. par contre, en fait, ça a donné, si vous voulez, en fait, une identification à énormément de gens qui vivaient des choses assez similaires. Qu'est-ce que tu penses qui a le plus gros, qui a le plus gros impact dans ce type de révolution? L'économie du pays? Enfin, il y a des pays qui sont des dictatures et où il n'y a pas de révolution spéciale.
Non, non, c'est une bonne remarque. En fait, effectivement, on a plein de façons d'expliquer les révolutions. Alors, certains disent effectivement par l'économie. Alors, c'est pas faux, bien sûr. D'autres disent des choses plus farfelues. Alors, vous savez, par exemple, énormément de gens qui ont expliqué la révolution syrienne par des pipelines. Le fait qu'il y avait un pipeline qui devait être construit entre le Qatar et la Turquie. Et en fait, certains, un complot en fait, de puissance de la région n'a pas voulu que ce pipeline soit construit. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir parce que c'est pas vrai, évidemment. Mais en plus, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui rend possible pour certains peuples de se révolter et d'autres non. Mhm. C'est pas tellement en fait pourquoi les gens se révoltent. Quelque part, en fait, on a toujours raison de se révolter. Regardez même un pays comme la France, regardez les gilets jaunes, regardez en fait aux États-Unis toute la pauvreté qui peut exister dans la première puissance mondiale, en fait toute l'injustice qui peut exister. C'est-à-dire que l'injustice existe toujours. En fait, la raison pour laquelle en fait les gens devraient ou pourraient en fait se révolter, elle existe toujours. La question c'est est-ce que la capacité existe? Et alors la capacité, en fait, c'est là en fait un peu moi où je travaille, c'est que quelles sont les conditions concrètes en fait pour que des gens forment un collectif, développent une parole, soient prêts à se sacrifier les uns pour les autres. C'est quand même pas rien. Quelles sont les conditions pour que ça arrive en fait? Et donc effectivement, on voit beaucoup de choses. Par exemple, donc toujours avec le même collègue, Moussa Sarsachi, j'ai travaillé sur le Hirak du Rif. Le Hirak du Rif, donc ça a été un mouvement très fort en 2017 en fait dans le nord du Maroc et où les gens en fait pendant un an ont tenu tête fortement à l'État. En fait, et c'était le Rif entier avec une présence impressionnante dans une région qui est pourtant assez conservatrice, mais des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. Enfin vraiment, il y a eu une espèce d'unanimité en fait de la région autour en fait de cette cause. Et en fait, la question qu'on s'est posée donc avec Moussa Sarsachi, c'est pourquoi le Rif et pas ailleurs? C'est-à-dire que le Rif est une région pauvre, mais elle n'est pas moins pauvre, elle est même peut-être probablement plus riche que les bidonvilles de Casablanca, par exemple, au Ouais. Maroc, Mhm. enfin, je veux dire, dans le centre du pays. Donc voilà, enfin, c'est-à-dire que la question c'est qu'est-ce que les Rifains avaient qui permettait en fait la révolte. Et effectivement, quand on cherche un peu comme ça, on voit que ben, les Rifains, dans la révolte, ils ont, si on veut, réinvesti de vieilles solidarités qui n'avaient pas été complètement brisées par l'État. C'est-à-dire que des choses qui restaient d'un temps peut-être plus ancien, un rapport à la tribu par exemple, ou un rapport à l'islam en fait, qui permettait en fait de se mobiliser. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, c'est quand on voit des gens qui se révoltent, en fait, on doit se dire que ils ont quelque chose de plus par rapport à ceux qui ne se révoltent pas. Pas ils ont quelque chose de moins. C'est Mhm. pas qu'en fait ils ils sont plus pauvres ou ils sont plus disons qu'ils vivent plus d'injustice que les autres. C'est peut-être vrai, mais en fait la question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce qu'ils ont qui leur permet eux de se révolter. Moi pendant par exemple longtemps jusqu'à ce que les gilets jaunes me, me prouvent en fait le contraire, je pensais que il n'était pas possible pour les gens en France d'avoir assez de collectifs de solidarité pour se révolter. Je pensais que la France était un pays où pourtant il y avait mille raisons, il y a mille injustices qui font que les gens peuvent avoir assez de colère pour se révolter, mais il n'y a pas assez de ressources pour construire un collectif. Ben, bon, comme quoi, en fait, là, il y a le mot le Raiba illallah. Enfin, ce qui s'est passé a montré le contraire. Est-ce que tu peux un peu plus développer? Comment tu vois, quels sont les éléments qui disent qu'un peuple est... Ben, je vais donner un exemple. Par exemple, en Syrie, dès les premiers jours de manifestation, donc des manifestations très, très unanimes, mais en même temps, en fait, très vite, violemment réprimées. C'est-à-dire très vite, en Mhm. fait, le régime de Bachar al-Assad va en fait envoyer ce qu'il va appeler des shabiha. En fait, des shabiha, c'est des espèces d'agents. En fait, voilà, au Maroc, on a appelé ça les baltajiya. En Égypte aussi, on dit baltajiya. En fait, ce sont des espèces de milices privées, en fait, un peu, qui en fait, sont là pour détruire les manifs. Alors, en fait, en Syrie. Et donc, c'était le même phénomène que les Baltajiya, mais sauf qu'en plus, ils tuaient. C'est en fait très vite dans les manifestations, vous avez des gens en fait qui circulent avec des couteaux, qui circulent avec des armes en fait, et qui vont par exemple ouais, faire en sorte que les choses se passent mal. Et en fait, très vite aussi, évidemment, la réaction des gens, ça a été de se protéger contre les Shabbiha. Et donc, en fait, mettre en place des espèces oui, de contre-milices, de gens dont le but était de protéger les manifestations des agents du régime. Ben, ça, par exemple, moi, pour des gens, en fait, encore une fois, qui sont des gens ordinaires, comme vous et moi, c'est-à-dire qui ne sont ni militaires, ni policiers, ni même militants de parti ou quoi que ce soit, ça demande à ce que l'on soit capable de se sacrifier pour l'autre, pour son voisin, pour la personne qui est à côté de soi. Donc, machallah, c'est-à-dire que c'est des hautes, comment dire, des akhlaq,
d'un haut comportement, même sur le plan religieux. Mais en fait, cette capacité à avoir ce haut comportement, en fait, pour moi, c'est ça, enfin, c'est un peu ce type d'éléments qui font qu'un peuple est capable ou non de se révolter. C'est-à-dire, en D'accord. fait, si on veut, des endroits en fait, où la force de l'État qui individualise, qui dit en fait tes affaires, c'est tes affaires et c'est pas les affaires de l'autre, qui dit en fait que ce qui te concerne, c'est toi, les tiens et c'est tout, bah, cette force de l'État, elle n'est pas encore complètement parachevée. Il est Mmh. possible qu'il y ait autre chose. Oui, d'accord. Et du coup, par rapport au printemps arabe toujours, quels ont été du coup les côtés positifs et négatifs, des conséquences du printemps arabe? Les côtés positifs, ça a été le printemps en soi, ça a été en fait en soi que les gens soient capables en fait de reformer quelque chose. De gagner en liberté? Pas forcément en liberté parce qu'en fait, finalement, malheureusement, les printemps arabes ou disons les différentes révoltes de la région, bah, la plupart en fait ont été suivis par une dictature ou en fait une force de l'État encore plus lourde. On sait tout ce qui s'est passé en Égypte, on sait ce qui Oui, aujourd'hui se passe en Syrie. Donc, en fait, c'est pas tellement en fait sur si on veut l'issue de ces révoltes-là que on peut dire en fait qu'il y a du positif, mais c'est dans la révolte en elle-même. C'est en fait que dans le cadre de la révolte, les gens ont construit en fait des solidarités, ont construit de manière même peut-être plus profonde et peut-être encore une fois plus religieuse un autre rapport à l'existence. Moi, par exemple, je me souviens, si je peux me permettre de raconter cette histoire, oui, pas de j'ai souci. eu un entretien avec une dame syrienne de Haleb, Haleb, donc c'est une ville au nord de la Syrie, Mmh. qui en fait qui a perdu son fils. En fait, son fils est mort au combat en fait, contre les forces du régime, qui avait 19 ans. Elle me raconte que son fils, il était grand, il était fort, il était beau. Elle me dit, je crois qu'elle me dit, il était fort comme un taureau, je crois. Et il venait de passer ses examens à l'université. Il avait réussi et en fait, il était mort comme ça en fait sur le front. Et en fait, son fils était mort, son frère pardon, était mort aussi, son mari à l'époque était en prison. Et ensuite, on a su qu'en fait, il était mort. En fait, cette dame était une commerçante très très aisée qui a tout perdu avec la Révolution. Et alors, elle m'a dit quelque chose comme ça. Elle m'a dit, et tu sais, Hamza, moi, si mon deuxième fils, qui avait 13 ans, il me dit, je vais aller combattre, je lui dirais, vas-y, va, bats-toi pour ton pays. D'accord. Elle m'a dit, parce que avant, on vivait dans le mensonge et maintenant on vit dans le vrai. C'est une dame qui a tout perdu, qui a perdu son frère, son mari, son fils. Mais elle me dit Mmh. maintenant, on vit dans le vrai. Moi, ça, non seulement en tant qu'être humain normal, et ce que vous voulez, mais en tant que musulman, moi, ça me touche au plus profond. Moi, pour moi, ça veut dire, hier, on vivait dans la jahiliya, et maintenant, on vit dans le vrai, dans le haqq, Mmh. malgré tous les sacrifices. Pour moi, ça, en fait, en tant que musulman, et je sais que je le dis parce que je sais qu'on euh, je parle à des musulmans, ben, en fait, cette capacité en fait, à repérer ce qui est le plus important dans l'existence, ben, elle est extrêmement positive. Donc ça, pour moi, voilà, si on doit parler de ce qui est positif dans les révolutions arabes, c'est ça, c'est cette force du sacrifice, cette force de l'existence. Voilà ce qui est important. Et tout le La reste, justice. la justice, et tout le reste, en fait, ce n'est que de la jahiliya, en fait, des asnam, des idoles, en fait. Euh, donc voilà, en fait, c'était cette idée-là, pour moi, qui était majeure. Maintenant, évidemment, c'est-à-dire que le négatif, bah, c'est que la Syrie, il y a eu 1 million de morts. Ouais. 1 million de morts, vous vous rendez compte, c'est un pays qui 1 million de morts, 7 millions de déplacés, de réfugiés. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la Syrie telle qu'on l'a connue n'existera plus jamais. Pareil, l'Égypte, le drame de l'Égypte, l'immense drame de l'Égypte. Aujourd'hui, un pays qui vit entièrement sous la coupe voilà, de la prison, de la police, d'autorités extrêmement répressives. Donc, évidemment, ça, c'est un drame. Mais en fait, moi, j'ai toujours en tête cet exemple de la dame que j'ai donné. En fait, c'est-à-dire qu'avant, on vivait dans le mensonge et maintenant, on vit dans le vrai. Enfin, après 1 ou 2 générations, ça va être oublié si ça continue comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vrai, bien sûr. C'est pour ça en fait que en islam, on a une notion qui est importante, qui c'est le tajdid, le renouvellement en fait. On renouvelle en fait systématiquement ses intentions, mais pas que ses intentions, on renouvelle en fait, aussi en fait son savoir en fait. Et ce savoir aussi, non seulement le savoir des livres, mais aussi le savoir pratique de la réalité. Bien sûr, vous savez, là, c'est pas parce qu'il y a eu une révolution il y a 200 ans qu'aujourd'hui on ne vit pas en fait dans les mêmes conditions d'injustice que ceux qui vivaient avant la révolution. Ça ne veut rien dire. En fait. Mmh. Donc, ce qui est important, c'est que ça déclenche en nous, en fait, pas juste en fait le fait de savoir qu'il y a eu un jour une révolution. Donc, vous Mmh. avez raison.
tout à fait raison, bien sûr. À chaque génération, son travail. Tu penses que s'ils savaient, les conséquences seraient oui, ils l'auraient quand même fait? Alors moi, ça, c'est une question que j'ai souvent posée dans mes entretiens, alors avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment encore une fois en Syrie, parce que, concrètement, c'est le contexte le plus dramatique, de la Mmh. révolution arabe. C'est-à-dire que voilà, enfin, vraiment, on est dans un degré de violence, de génocide, en fait, qui est assez peu atteint, en fait, ailleurs. En fait, j'ai souvent posé cette question: «Est-ce que vous regrettez?» Et jamais, alors jamais, mais vraiment, c'est-à-dire que même pour les gens, la question était insultante. Jamais on ne m'a dit, «Je regrette». On m'a dit: «Écoutez, moi j'ai tout perdu, mais s'il fallait refaire, je le ferais». Alors évidemment, on pourrait le lire différemment. On dit justement parce qu'ils ont tout perdu, il faut maintenir en fait cette croyance, il faut maintenir en fait, pas dire c'est pour rien, tout ça pour rien. Mais moi j'ai envie de les croire ces gens. J'ai envie de dire en fait qu'effectivement, en fait, ce qu'ils ont redécouvert en fait d'humanité ou de collectif ou de subjectivité en fait ou de profondeur humaine dans en fait ce moment où ils sont révoltés, je pense que ils ne le regrettent pas. Je pense. Mmh. Je pense que l'un des derniers pays ou le dernier pays qui participe du coup au printemps arabe, actuellement, c'est l'Algérie. Comment est-ce que tu vois l'évolution du printemps arabe finalement en Algérie? Ouais, moi je suis marocain. Mmh. Et j'ai toujours ce rapport à l'Algérie, en fait, de quelqu'un qui le voit comme son double, en fait. Moi, je ne pour moi, il y a absolument aucune différence entre le Maroc et l'Algérie. Je pense que mon grand-père ne savait pas s'il était marocain ou algérien, mais en fait, un pays qui a évolué de manière un peu différente, si on veut, en fait, à travers la colonisation, évidemment, avec, 130 ans de colonisation, ça laisse des effets. Et alors, en fait, c'est un pays que, du coup, je connais très mal, donc donc je pourrais pas en parler. Par contre, je ne peux que dire, enfin, que à quel point un tel mouvement et puis la beauté de ce mouvement, ce hirak, la beauté en fait de cette effectivement de cette espèce d'amour qui apparaît entre des gens qui ont pourtant qui ont été très séparés par ce qu'on appelait la décennie noire. Vous savez tout ce qui est venu après le Oui, coup d'État généraux en 91 et puis l'immense violence en fait de l'armée et puis des groupes armés. On ne savait pas qui tuait qui. Vous savez tout ce qu'on dit qui tue qui en Algérie pendant les années 90. Donc en fait vraiment une société qui a été brutalisée jusqu'à son plus profond. Moi, je suis extrêmement impressionné qu'ils trouvent la force en fait de reconstruire un collectif comme ils l'ont fait pendant toute l'année 2019, machallah. Mais je peux pas en dire plus parce que là, pour le coup, je n'ai pas fait d'enquête. d'accord. Je connais très mal l'Algérie, mais bon, je leur souhaite tout mon cœur, Inch'Allah, qu'ils continuent de trouver cette force malgré toutes les difficultés. Amin. Alors tu travailles aussi sur la pensée islamique contemporaine. Qu'est-ce que c'est que la pensée islamique contemporaine? Comment tu définis ça? Bah, en fait, alors, moi, donc je l'ai dit, je suis sociologue, c'est-à-dire que je travaille par les textes, pas que, je travaille aussi, en fait, par, si on veut, comment les musulmans eux-mêmes, pas seulement à travers les textes, comprennent, en fait, leur propre religion. En fait, Mmh. et moi, pour moi, en fait, ça, c'est assez important parce que, De bien sûr, dans le monde ou en Europe ou dans le monde, dans alors les moi, pays j'ai surtout arabes? la France, non, plutôt travaillé sur la France et plutôt travaillé sur, la banlieue, plutôt travaillé sur, en fait, la Seine-Saint-Denis et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était, si on veut, comment, en fait, des musulmans qui vivent dans certaines conditions sociales qui sont connues, hein, dans un pays qui n'est pas musulman dans sa majorité, qui en plus a une politique quand même, pour dire le moins, hein, est très très, disons, affirmée vis-à-vis des musulmans. Hein, je vais en étant vraiment en utilisant l'euphémisme le plus fort possible. Hein. Euh, donc comment en fait, et puis évidemment la pauvreté, hein, il faut qu'on se dise les choses, c'est-à-dire que les musulmans en France, ce sont les pauvres, et inversement. Hein, les pauvres, ce sont les musulmans. Aujourd'hui, donc dans le contexte du confinement qui est le nôtre, alhamdoulilah, j'ai la possibilité de faire quelques maraudes donc à Saint-Denis, de voir un peu en fait, les gens, d'essayer d'aider comme je peux avec mes modestes moyens. Il y a plein de gens, machallah, qui font ça, vraiment, machallah. Et bah, les gens que je rencontre à la rue sont tous, ou pas tous, mais une partie importante. Parfois, il y en a qui ne le sont pas, mais ce sont des musulmans. Beaucoup sont des musulmans. Et donc voilà, donc en fait, c'est-à-dire que c'est dans ce contexte-là que en fait les gens non seulement en fait se disent musulmans, mais en fait ont redécouvert un rapport à la religion. Et c'est-à-dire que là, il faut revenir un peu dans le cadre d'une histoire un peu plus longue en fait de la pratique musulmane ou islamique en France. Je vois, évidemment, enfin, elle est liée à une immigration qui est elle-même particulière, qui est une immigration ouvrière, qui est une immigration d'abord d'hommes seuls, hein,
On a déjà des gens qui sont venus tout seuls, qui sont venus, qui étaient dans les foyers, qui travaillaient en fait dans les usines. Et donc voilà, avec très très peu de marge laissée à l'expression individuelle. Et puis par ailleurs, eux-mêmes, en fait, qui étaient certes musulmans, mais qui étaient musulmans parmi d'autres choses, hein, un peu comme on est musulman, moi je le dis en tant que Marocain, comme on est musulman par exemple dans les pays du Maghreb, c'est-à-dire qu'on est musulman évidemment, mais ce n'est pas notre seule identité. Hein. Il y a d'autres choses en fait qui viennent se rajouter en plus ou en moins. Donc, c'est un peu ça, en fait, les premières générations de l'immigration ouvrière en France, ça a été, par exemple, les générations du rail, par exemple, de la musique, de la culture des foyers, un certain nombre de choses, en fait, comme ça, qui vraiment étaient riches. Et puis, en fait, comment on passe, en fait, de cette configuration-là à, évidemment, avec l'installation des familles, avec la question du regroupement familial, à une autre forme de pratique. Hein. À l'époque, les gens priaient dans les foyers. C'est ce que dit, par exemple, un grand sociologue algérien qui s'appelle Abdelmalek Seyed, qui raconte, en fait, comment les ouvriers priaient leurs 5 prières en rentrant le soir parce qu'ils ne pouvaient pas prier à l'usine, évidemment. Ouais. Donc, et puis, ils priaient chez eux. Et puis, en fait, ils priaient chez eux dans un tout petit espace parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mosquée. En fait, c'est moi ce qui m'intéresse, comment on passe en fait de cette situation-là à en fait dans la pensée, dans la pratique, des musulmans machallah qui construisent des mosquées, qui reconstruisent en fait un rapport à leur religion qui est différent, qui est peut-être plus existentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, je pense que ce n'est pas l'islam parmi d'autres choses. Hein. C'est l'islam. En fait. Alors, l'islam avec toute sa richesse, avec aussi ses débats. En fait, évidemment, on prend deux musulmans en France. Quels qu'ils soient, même s'ils sont frères ou frères et sœurs, je pense qu'ils seront. Il y a plein de choses, sur lesquelles ils ne seront pas d'accord entre eux, mais quand même, ils seront au moins d'accord pour dire en fait que le rapport en fait à cette religion, à cette pratique, à Dieu, en fait, il est central. En fait, il est central dans leur conception de ce qu'ils sont, dans leur conception de leur rapport au monde. Mmh. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce passage-là, et puis concrètement, comment ça se traduit. Donc, voilà, par exemple, j'ai travaillé un peu sur le rapport, effectivement, à l'ailleurs. Donc, comment on est passé, en fait, d'une religion qui était une religion d'immigration. Hein, donc, les gens, en fait, priaient, mais ils priaient avec le regard, en fait, un peu dirigé vers les pays du Maghreb dont ils étaient originaires. En fait, ils reproduisaient beaucoup, en fait, ce qui se produisait au Maghreb, en fait, à des formes de pratiques qui sont tout à fait liées au contexte français, au contexte social que les gens vivent en France, etc. À vouloir Voilà, construire leur religion ici plutôt qu'avec une vision de retourner au pays. absolument, tout à fait. Donc c'est ça, en fait, moi qui m'intéresse dans la pensée islamique contemporaine. Donc voilà, j'ai travaillé sur un certain nombre de groupes euh, Mmh. que je, voilà, et notamment sur en fait comment ils comprennent, par exemple, des choses comme taqwa, la piété, comment ils comprennent en fait la loi, leur rapport en fait à la fatwa ou voilà. Donc voilà, c'est un peu le cœur de mon travail. Je me rends compte un petit peu des gens que j'ai côtoyés, des musulmans que j'ai côtoyés, durant mes études. J'ai l'impression qu'en fait, du coup, on est parti d'une génération, de nos grands-parents qui, du coup, avaient une pratique, qui était, heu, qui était un peu, j'ai l'impression, moins élevée que maintenant, de manière générale. Mais que, les personnes qui font des études en France, en fait, elles se catégorisent, en fait, assez rapidement. Plus on monte dans les études, en fait, et plus on voit qu'il y a une dichotomie, en fait, entre ceux qui, avec les études, en fait, lâchent leur religion et ceux qui vraiment deviennent encore plus ancrés dans leur religion. Est-ce que c'est imaginaire ce que je dis ou? Non, non, il y a du vrai. En fait, alors il y a plusieurs façons de répondre. Alors, je voudrais d'abord en fait répondre sur la question des grands-parents ou des Mmh mh. parents. Je pense que tu as raison, hein. Je pense que tu as raison. C'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que leur pratique était très différente de celles que connaissent en fait les musulmans aujourd'hui. Voilà, enfin, il y avait un certain nombre de C'est pas choses. pour critiquer, hein, c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes enjeux. Mais par contre, en fait, quand on dit ça, on dit, je pense, la première moitié de la réponse. Je pense qu'il faut une deuxième moitié qui est importante. Parce qu'en fait, cette génération-là d'immigrés qui avaient une pratique qui était voilà, enfin, très contrastée, qui étaient eux-mêmes pris dans plein de contraintes, d'abord liées au fait de l'immigration, c'est-à-dire liées au fait d'immigrer dans un État qui est nationaliste. La France est un pays nationaliste, Mmh. qui affirme sa langue, qui affirme en fait ses façons d'être, qui prétend à l'assimilation, qui en plus en fait une immigration qui vient de pays d'ex-colonisés, donc avec tout un rapport hiérarchique entre le colon et le colonisé. Donc vraiment une immigration qui est très contraignante. Donc ces gens-là en fait qui ont fait ce qu'ils ont pu, et puis surtout en fait dès qu'ils ont pu, ils ont fait probablement le geste le plus incroyable pour moi en fait pour comprendre l'islam en France. Ils ont construit les mosquées.
bien sûr. Faut pas l'oublier, enfin, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que cette génération-là, dont voilà, qui avait une pratique très très contrastée, ce sont eux qui ont construit les mosquées et donc c'est sur eux, en fait, que va venir toute la suite, en fait. Toute la suite, en fait, de l'islam en France, elle est construite, en fait, sur, le fait qu'un jour, des gens, sans aucun moyen, sans aucune aide, en fait, vraiment, tout le discours qu'on a sur le financement étranger, bah, tous les musulmans savent, en fait, que c'est complètement ridicule, en fait, que les mosquées, en fait, ne vraiment, enfin, c'est extrêmement marginal ceux qui arrivent effectivement à avoir un financement étranger, que Mmh. l'essentiel des mosquées sont construites sur vraiment les deniers de la communauté qui, encore une fois, est une communauté pauvre. Donc, il faut dire ça, il faut être capable en fait de dire que voilà, en fait, ces gens-là, tout à l'heure je parlais de la révolution, mais il y a quelque chose de ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont sacrifié quelque chose de très profond pour en fait que nous ensuite, ou les musulmans ensuite, puissent avoir un certain rapport à la religion, à l'existence, etc., à Dieu, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important à dire. Alors Mmh. maintenant, en fait, sur cette question du rapport aux études, alors tu as raison, c'est très important. Alors il y a plusieurs façons de le dire. Alors d'abord, encore une fois, l'islam, en France, et pas qu'en France, mais dans un certain nombre de pays, hein, mais beaucoup en France, c'est une religion pauvre, encore une fois. C'est-à-dire que là où il y a des mosquées, ce sont dans les quartiers populaires. Les musulmans, en fait, ont une histoire qui est liée en fait, aux catégories les plus populaires, les catégories immigrées, ouvrières, etc. Et donc, en fait, l'élévation sociale, notamment l'élévation à travers les études, c'est souvent aussi une élévation en dehors de la communauté, hein. C'est aussi beaucoup Mmh. ça. Quand vous faites des études prestigieuses, quand vous allez à HEC ou à Polytechnique ou à Normal Sup ou à des universités, je sais pas, prestigieuses, ben en fait, il y a de bonnes chances que vous soyez le seul musulman de votre promo, en fait. C'est ou, clair. ou le, donc, en fait, quelque part, en fait, c'est pas tellement simplement lié au rapport à la religion, mais c'est aussi lié au rapport à une ascension sociale. Et cette ascension sociale, dans un pays qui, encore une fois, est très nationaliste, donc, l'État français et la société française sont très nationalistes, très liés par cette conscience d'un nous, voilà, nous sommes les Français, ben, elle est contraignante, même pour des gens qui sont dans des parcours d'ascension sociale. C'est-à-dire, la tendance à l'assimilation, hein, elle est peut-être plus forte parmi les gens qui, effectivement, vont être retrouvés parce que, vont se retrouver parce qu'ils ont fait des études prestigieuses ou parce qu'ils travaillent dans des postes à responsabilité avec des gens qui ne sont pas musulmans, que pour un musulman qui vit dans son quartier ou qui vit dans son foyer avec la communauté, etc. Donc, par exemple, effectivement, vous avez raison. Parfois, ça conduit tout simplement à ce que des gens ne soient plus musulmans. En tout cas, ils ne soient plus en fait pratiquants, ou appelons ça comme on veut. Mais moi, j'ai aussi vu l'inverse. Par exemple, j'ai vu, notamment, j'ai un exemple en tête de quelqu'un, machallah, qui a eu un parcours d'études exceptionnel, qui a intégré Normal Sup. Alors, vraiment, je pense que c'est l'école la plus prestigieuse en France, peut-être toutes catégories confondues, qui a été agrégé donc de physique, donc vraiment un parcours et qui a fait le choix en fait de rester dans le quartier, donc d'enseigner alors qu'il aurait dû être un grand physicien, enseigner dans les meilleures universités, mais qui a fait le choix de rester dans le quartier, d'enseigner dans un lycée professionnel de son quartier pour rester dans la communauté. Donc vous voyez, les deux possibilités existent en fait. Parfois, vous avez des gens qui refusent l'ascension sociale pour rester avec les musulmans. Et il y a aussi le cas de ceux qui, décident tout simplement de partir du pays, en fait, de s'expatrier, Et bien sûr, bien sûr. une des raisons pour lesquelles, moi je me suis expatrié, c'est pas seulement ça, hein, mais c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir, grimper dans l'échelle sociale plus facilement, avec moins de contraintes. Et à ne pas devoir te plier aux normes en fait, qu'on t'imposerait parce que voilà, tu es en position de subalternité. C'est ça? Mmh, Mais je suis d'accord avec toi. Alors après, en fait, c'était un peu la deuxième partie de ma réponse. Donc, il y a une question sociale, en fait, une question sociale qui est effectivement liée à quelles sont les conditions en pratique de l'ascension sociale en France. Eh bien, les conditions sociales en pratique de l'ascension sociale en France, très souvent, elles sont liées à l'abandon de soi, hein, mmh, l'abandon de soi et de la communauté. Très souvent, on le sait. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on ait de la rahma, de la miséricorde dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs que l'on voit se battre en fait contre et avec l'assimilation. Parce que enfin, bien sûr. l'assimilation, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile en fait. Cette injonction à l'assimilation, c'est pas facile. Et je pense qu'il faut qu'on ait de la rahma dans nos cœurs pour ceux qui y cèdent en fait, parce que c'est pas, parce que vraiment en face, c'est pas juste une personne, c'est tout l'État. Hein. C'est tout l'État qui nous dit ce qu'on doit être. Donc il y a de ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faudrait interroger, et je serais heureux d'en discuter avec toi, mais là pour le coup, je pense que j'aimerais bien interroger, comme tu dis, avec des gens qui se sont expatriés dans d'autres pays pour pouvoir avoir une vie professionnelle
épanouissante, disons, et en même temps demeurer musulman, selon leurs propres termes. Moi, je me pose la question un peu aussi, en fait, de le rapport à la religion, quand même, qui change dans le cadre, en fait, d'un certain nombre d'occupations, d'emplois, etc. Par exemple, des gens qui vont travailler dans la banque, qui vont s'enrichir, même si c'est une banque islamique, même si c'est à Dubaï, même si c'est en Turquie, même si c'est en Arabie Mhm. Saoudite, que vous voulez, est-ce que, en fait, ça ne va pas en soi, donc sans même qu'il y ait cette espèce d'injonction nationaliste française, est-ce que ça ne va pas en soi changer leur rapport à la religion? Est-ce que le fait de l'enrichissement, et puis en fait de l'enrichissement dans une certaine façon, dans un certain nombre d'entreprises ou de marchés, est-ce que ça ne change pas en soi le rapport qu'on peut avoir à la religion? Moi, je pense que oui. Je pense que, disons, la façon qu'a d'être musulman, disons, un cadre de banque en Arabie Saoudite, elle est, même si pour le coup, lui ne ressent pas l'injonction nationaliste, elle est très différente d'un musulman pauvre de Clichy-sous-Bois ou de Drancy ou de Saint-Denis, je pense. Mhm. Bien sûr. Je pense que, en fait, c'est-à-dire que c'est pas seulement la question de l'élévation sociale, c'est en soi ce que l'on fait de notre vie, Mhm. qui a un rapport avec comment on comprend et comment on vit notre religion. C'est clair, après, tout dépend de l'intention. Moi, je fais de la sociologie, et la sociologie, c'est quand même une dimension, une discipline qui a une prétention, disons, scientifique. Et pour parler, il faut faire des enquêtes. Bien sûr. Et là, pour le coup, tu m'as posé la question sur les gens qui s'expatrient. Je t'ai dit une hypothèse, mais je n'ai pas fait Ok. d'enquête. Mhm. Bien sûr. Je voudrais juste en fait, revenir à cette question de l'école, parce que, en fait, malheureusement, dans le débat public, on a l'impression que ça c'est une histoire de choix. En fait, il y en a qui choisissent en fait, voilà, de ne pas réussir à l'école, et puis du coup, en même temps, ils vont rester musulmans, et d'autres qui vont choisir de réussir. Bon, en fait, aujourd'hui, en sociologie, notamment avec les travaux de par exemple, Pierre Bourdieu, on sait que l'école n'est pas du tout destinée à égaliser, si on veut, à donner les mêmes chances de réussite à tous, pas du tout et à toutes, mais bien Mhm. au contraire, l'école, c'est la plus grande usine, si on veut, que l'humanité ait découverte pour créer de l'inégalité sociale. C'est en fait, concrètement, il faut dire les choses de manière la plus claire possible. Les enfants de riches réussissent à l'école, les enfants de pauvres échouent à l'école. Il faut dire les choses de manière la plus. Ça, c'est le Moi, constat, bien sûr. j'ai Mhm. fait en fait une partie de mes études dans une école très prestigieuse de la République. Il y avait, alors je crois que la statistique officielle, c'était moins de 0,1% d'enfants d'ouvriers. Mhm. D'accord? Donc, alors, je parle d'enfants d'ouvriers en général. Je ne parle pas d'enfants d'ouvriers immigrés. Donc, on est sur des impossibilités là. D'ailleurs, je vais Mhm. même vous le dire. Non, moi, donc, dans cette école-là, donc, bon, c'était l'ENS, l'école normale supérieure. En fait, j'avais les seuls autres arabes, musulmans, appelez ça comme vous voulez, qui étaient dans l'école, en fait, que je voyais en tout cas. Il y en avait d'autres, mais ceux que je voyais, c'était les vigiles. Euh, et donc, les vigiles, moi, je leur répondais, chaque fois que je les voyais, je leur disais salam. Et bien, les vigiles, ils me répondaient bonjour. Mhm. Pourquoi ils me répondaient bonjour? Parce qu'ils avaient bien compris en fait, que malgré mon apparence, malgré le fait que je sois à l'évidence arabe et à l'évidence musulman, à ce moment-là, sociologiquement, j'étais quelqu'un à qui il fallait dire bonjour et pas salam. Vous Mhm. Incroyable. comprenez l'idée? Bien sûr. Donc en fait c'est ça. En fait c'est quand on dit en fait les gens qui réussissent en fait et qui partent en fait ou les ascensions sociales ou les gens à l'inverse qui ne réussissent pas, les gens qui réussissent ce sont ce qu'on appelle en sociologie des miracles scolaires. Des miracles au sens le plus religieux. En fait, c'est vraiment mu'jiza. C'est mu'jiza en arabe et ijaz. C'est en fait ce qu'on ne parvient pas à expliquer. En fait, c'est ça en fait les parcours en fait de gens qu'on appelle en sociologie des transclasses, c'est-à-dire qui passent d'une classe à une autre, des transfuges de classe si on veut. Euh, ben, en fait, ce sont des miracles. Et ce fait d'être un miracle, et souvent ces gens-là ont conscience d'être des miracles scolaires, c'est un fardeau qui est dur à porter. Donc, donc c'est pas. Donc, je pense qu'il nous faut effectivement un peu de rahma vis-à-vis de ces gens-là. Alors, l'inverse, donc les gens qui ne réussissent pas à l'école, là, pour le coup, on est sur le cas, disons, par défaut. On est sur la situation normale, en fait, voilà, Mhm. de ce que c'est que l'école en France. C'est-à-dire quand vous êtes enfant d'immigrés ou enfant de pauvres, a priori, malheureusement, l'école ne va pas favoriser votre réussite scolaire. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'école, elle valorise certains capitaux et pas d'autres. Ce qu'on appelle par exemple la culture générale, en fait, elle n'a rien de général. En fait, c'est une culture qui est située. Ce sont un certain type de connaissances que l'on valorise et qui, évidemment, en fait, qu'on retrouve chez les classes dominantes. De même, en fait, les habitudes scolaires, en fait, ce sont les habitudes, c'est-à-dire par exemple la division du temps, la discipline par rapport au temps, avoir un espace pour travailler quand on rentre chez soi, un espace, un bureau, faire les deux, Mhm. enfin,
sont des choses, des habitudes en fait qui sont les habitudes des classes dominantes. Et l'école ne fait rien pour en fait égaliser ça. Donc vraiment, quand on parle en fait des gens qui ne réussissent pas, c'est le cas par défaut. Et effectivement, dans la communauté musulmane aujourd'hui, le fait en fait de ne pas d'être assez loin, si on veut, du capital scolaire et de l'université, ça a des conséquences très fortes sur en fait non seulement le collectif, mais aussi sur les subjectivités. Vous avez raison. Donc, par exemple, je pense qu'on ne comprend pas correctement la force qu'ont des discours comme ceux du développement personnel dans la communauté musulmane, qu'on sait qu'ils sont très forts aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de gens, de coachs islamiques, des gens qui. Alors, bon, moi, je suis universitaire et en fait, en tant qu'universitaire, malheureusement, ça aussi, c'est une violence de classe. On est conduit à avoir, disons, une certaine antipathie envers ce type de savoir. Mais en fait, je pense que cette antipathie, elle est mauvaise dans ma part. Je pense qu'il y a de l'orgueil et je pense qu'il faut que je travaille là-dessus. Parce que, en fait, cette force, en fait, du développement personnel dans la communauté, je pense qu'elle est aussi liée au fait que cette communauté, bah, de fait, elle est extrêmement, en fait, éloignée, en fait, voilà, de l'école, de l'université. Et je pense que malgré toutes les critiques qu'on peut faire au développement personnel, et il y en a beaucoup, hein, ben, en fait, c'est quand même une façon de redonner en fait, des moyens de savoir en fait, à des gens qui ont été privés. Donc, par exemple, je pense qu'il faut aussi le comprendre comme ça. Des moyens de savoir et de motivation. De motivation et de, effectivement, et de, oui, de collectif et puis d'ambition. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, mais je pense que quand même, à minima, on peut dire ça. On peut dire en fait que, voilà, en fait, il y a une partie de réconciliation dedans. Bien sûr. On a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser par rapport à ton sujet d'études. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à étudier et à travailler sur ce que tu fais maintenant? Bah, écoute, oui, alors mon parcours, je vais essayer d'être le plus succinct. Enfin, il y a rien de bien incroyable. En fait, moi, je suis arrivé il y a 10 ans en France. Je suis arrivé en 2009 donc pour mes études. Ma Mhm. famille est à Casablanca, au Maroc. Et donc, je suis arrivé seul. J'ai un grand frère à Metz, mais c'est tout. Assez peu de famille, quelques cousins aussi, mais assez peu de famille en France, un oncle. Et puis je suis arrivé en fait en faisant une prépa, puis j'ai fait une école de commerce qui m'a. Alors, je crois que vous l'aurez compris à travers mon discours, m'a pas beaucoup plu. Donc, que j'ai quitté en fait, et ensuite j'ai commencé à faire de la sociologie, d'abord à la fac à Lille, et ensuite dans deux écoles, le HESS et l'ENS, donc à Paris. Mais ensuite j'ai enchaîné avec une thèse de doctorat. Récemment, donc avec mon épouse qui est aussi chercheur, on a été tous les deux chercheurs invités à l'université de Berkeley aux États-Unis, Mhm. Californie. Voilà, Inch'Allah, j'espère continuer dans la recherche. Alors, pas tellement parce que, voilà, aussi parce que j'aime, alhamdoulilah, j'aime ce que je fais, mais aussi parce que, bon, alors c'est peut-être un peu, peut-être que c'est un manque de modestie, mais je crois, de plus en plus en tout cas, je crois à la nécessité de la pensée. Alors, je ne dis pas que seuls les chercheurs pensent, très loin de là, au contraire. Enfin, mais je pense en fait que voilà, il y a besoin, notamment dans la communauté, voilà, de réconcilier, si on veut, en fait, la communauté avec sa propre pensée. Moi, c'est un peu ça que je fais dans mon travail, en fait, c'est de dire que les musulmans ont une profondeur, ils ont une pensée qui est riche, qui est complexe, qui mérite d'être écoutée et qui mérite d'être écoutée par tous, en fait. Et donc, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je comprends mon travail. Et Inch'Allah, j'espère qu'Allah va agréer. Qu'est-ce qui t'a emmené à changer de voie de l'école de commerce à la sociologie? Bah, écoute, non, en fait, moi, il faudrait revenir un peu à plus loin, mais bon, c'est un peu lié à une histoire familiale. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu entre les 2, entre un monde, disons, plus intellectuel et puis un monde, plus lié au fait de bon, disons-le encore une fois assez crûment, hein, l'école de commerce, c'est fait pour faire de l'argent et Mhm. alors moi, j'ai toujours été un peu entre les 2 en fait, quelque part et bon, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais pas bien dans ce monde-là, que c'était un monde qui était pas du tout fait pour moi. Et puis en plus, c'était à peu près au même moment que le printemps arabe dont on a parlé, et ça a encore plus en fait radicalisé, si on veut, ma perception des choses. C'est-à-dire en fait, pendant qu'il y a des gens qui meurent, qui donnent tout, en fait, qui donnent tout pour un idéal. euh, Moi, j'étais là en train de faire du marketing et j'avais tout le respect pour les gens qui font du marketing. C'est pas la question en fait. C'est juste que moi, je l'ai vécu comme une crise, vraiment comme une crise. Donc alhamdoulilah, j'ai pu faire quelque chose qui me convenait mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui font énormément de bien en faisant du marketing et en faisant des, Mhm. voilà, des choses qu'on fait en école de commerce. Mais moi, c'était pas fait pour moi. Pourquoi la sociologie en fait?
tu pensais que tu pouvais aider plus en faisant ça? Tu avais un attrait particulier? Ouais, je pense qu'il faut pas trop jouer au héros. Je pense que c'était même pas en fait le fait il y a ça bien sûr d'aider plus, mais je pense qu'aussi tout simplement il y avait une volonté de comprendre en fait, c'est-à-dire que j'étais très attiré par le fait de comprendre en fait pourquoi, alors c'est ce qu'on en parlait au début. Moi, j'ai d'abord travaillé sur le Maroc. Pourquoi en fait, le printemps arabe au Maroc avait été ce qu'il avait été, donc pourquoi en fait ça s'était exprimé de cette manière-là et pas d'une autre. Et puis au fur et à mesure en fait, j'étais de plus en plus, disons, je sais pas, accroché si on veut à, à l'importance en fait dans nos sociétés de parler aux gens en fait. Moi, c'est peut-être l'une des choses que j'aime le plus dans mon métier, c'est que en fait j'ai la chance de pouvoir écouter en fait, de pouvoir écouter les gens en soi et en fait de les prendre au sérieux, pas seulement de les écouter pour ensuite leur vendre quelque chose, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent pour leur vendre quelque chose ou pour je sais pas pour les convaincre moi-même de quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment la chance quand je fais des entretiens ou juste quand j'observe de pouvoir m'intéresser aux gens en eux-mêmes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose un peu comme, bon, c'est un peu comme une drogue en fait. C'est-à-dire que bon, j'aime vraiment beaucoup ça et quand j'ai un peu touché à ça, j'ai pas voulu lâcher. Donc voilà, donc c'est un peu là où je suis resté. Et notamment aussi, ça répond, donc peut-être que tu parlais d'aider, mais ça répond aussi à une croyance éthique, si on veut, c'est que, bon, si, je pense que, enfin, quand on enlève en fait tout ce qui en fait nous prend du temps dans la vie quotidienne, le travail, je sais pas, faire les courses, tout ce qui, c'est que ce qui est le plus important justement, c'est de s'écouter. Donc voilà. Donc je suis un peu resté sur cette idée-là. Alors bien sûr, c'est pas mon travail ne consiste pas simplement à écouter les gens. Mon travail, c'est aussi une bonne partie théorique. Mais alors, pareil, en fait, moi, j'ai un peu toujours eu cet intérêt pour, comme tout le monde, hein, pour comprendre les choses qui m'entourent, en fait. Mmh. Voilà. Bien sûr. Donc là, on arrive vers les questions de la fin. À ton avis, qu'est-ce qui manque à la communauté musulmane aujourd'hui? Un élément majeur qui ferait que la communauté musulmane serait beaucoup plus forte si elle changeait, une chose en elle? Écoute, si je réponds directement à ta question, je pense en fait que ce qui manque peut-être à la communauté musulmane, c'est la conscience de ce qu'elle est, hein, paradoxalement. Je pense Mmh. justement en fait que la communauté musulmane a beaucoup trop conscience de ses manques, hein, et de ses Mmh. manquements, et pas assez en fait de ce qu'elle est, en fait, de toute en fait la richesse en fait et la profondeur en fait de ce qu'elle peut être en fait la communauté musulmane. Et je pense justement que c'est en ayant une meilleure conscience en fait de l'importance du geste, hein, musulman, de la piété, de ce que les musulmans cherchent en fait à faire en fait dans leur rapport à Dieu et aux autres en fait au quotidien, notamment en France, qu'on parviendra, Inch'Allah, à, disons, donner sa pleine mesure à cette richesse-là, je pense. Je pense que ce qu'il faut, en fait, à la communauté musulmane, c'est pas tellement, en fait, plus d'argent ou plus de voilà, de pouvoir ou Plus quoi. d'éducation, plus Je pense au contraire, en fait, je pense que, il y a vraiment une énorme richesse en elle-même, en soi, dans la communauté. Je pense que la communauté a besoin d'être plus réflexive par rapport à elle-même. Je pense que c'est ça, en fait, si je dois le dire, en fait, la communauté devrait être plus lucide sur sa propre richesse, en fait, sur sa propre, sur en fait, ce qui la rend aussi singulière, aussi spécifique, en fait. Je pense que il faut vraiment que les musulmans soient conscients, en fait, de ce qui les rend aussi singuliers et qui s'accrochent à cette singularité-là. Voilà. envers et contre toutes les stigmatisations qui peuvent être faites. Bien sûr, écoutez, enfin, moi, c'est une bonne partie de mon travail, c'est d'écrire contre l'islamophobie, c'est d'écrire contre la radicalisation, enfin, contre ce qu'on appelle la radicalisation, c'est-à-dire en fait cette espèce de concept absurde qui est apparu dans l'université, dans les médias et dans le débat public en fait ces dernières années. Évidemment, c'est important en fait de se battre contre l'islamophobie, c'est important en fait de se battre contre, contre voilà, ce qu'on appelle la radicalisation, toute cette parole publique, tout le rapport en fait, de l'État français et d'autres États, hein, c'est pas simplement l'État français, aux musulmans, à la pratique musulmane, etc. Mais je pense aussi en fait, que parfois, ces combats-là qui sont nécessaires, en fait, tendent en partie à, si on veut, nous rendre de plus en plus similaires à l'adversaire, en fait, malheureusement. Je Mmh. pense c'est pas seulement en termes éthiques, mais c'est juste en fait que quand on demande à être reconnu de quelqu'un, en fait, on le reconnaît d'abord lui.
On reconnaît Ouais. qu'il est en position de reconnaître. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, enfin, quand on demande en fait, enfin, le respect de, je sais pas, de nos adversaires, ben, en fait, on dit que quelque part que ce sont des gens respectables. Hmm. Mhm. Bien sûr. Je pense qu'on devrait aller au-delà de ça. Je pense qu'on devrait arrêter. Alors, il faut se défendre, bien sûr qu'il faut se défendre, mais je pense qu'on ne devrait pas simplement se défendre, on devrait aussi être capable de dire voilà ce que nous disons du monde. Et voilà ce que nous disons en fait de ce monde qui ne fonctionne pas. Et on le dit parce qu'on est musulman. Mhm. Voilà. Je pense que c'est en fait là où en fait on pourrait aller plus loin collectivement, c'est-à-dire en fait une meilleure conscience de ce que nous sommes et de la singularité que nous représentons. Je te remercie beaucoup. Une dernière question, est-ce que tu as une ressource que tu recommandes qui t'a particulièrement marqué, un livre ou une vidéo, un podcast? Euh, ouais, tu me prends un peu. Alors un livre peut-être. Il y a un livre moi que alors pourtant je dois être gêné certains. Alors est-ce que je vais le retrouver facilement? Alors excuse-moi une seconde. Ouais, je le retrouve. Alors. Non, mais en fait c'est ce livre-là. C'est Histoire et destinée de Ali Shariati. Michel Hassi est un penseur iranien, un penseur chiite, mais je pense aussi que nous pouvons discuter par-delà en fait, les différences théologiques, jurisprudentielles, etc. Mais en tout cas, en fait, cet homme-là, donc Aïcha Hassi, qui est un philosophe musulman en fait, de la fin des années 70, a écrit un texte moi, que j'aime beaucoup lire. Et en plus, comme c'est bientôt en fait, Laylat al-Qadr, c'est un texte sur Laylat al-Qadr en fait. Et donc, c'est un Ouais. texte qui pour moi est très important. Et alors, je ne sais pas si tu veux que je le lise là S'il est pas très long, tu peux le lire. il n'est pas très long. Alors, je vais d'abord le retrouver. De toute façon, comme tu feras un montage, tu pourras enlever cette partie-là où je cherche. Alors, il parle de Layat al-Qadr. Donc, c'est la nuit du Qadr, la nuit de la destinée, nuit précieuse qui porte le destin d'un homme nouveau. Elle conduit à l'aube d'une nouvelle histoire. Cette nuit vaut plus que 1000 mois. C'est la nuit des signes sacrés qui précède la grande fête et la splendide lapidation des trois bases du diable. Nuit noire au confins de Mina, terre d'amour, du don de soi, du sacrifice et de la valeur. Une nuit où il pleut des anges de Dieu. Une nuit où cette âme-là souffle dans le cadavre du temps. La nuit du Qadr. Cette nuit vaut plus que 1000 mois. Comme les 20 et quelques années de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont plus précieuses que nos 20 et quelques siècles d'histoire. Les nuits où cette âme-là, la nuit de Laylat al-Qadr, descend sur un peuple, sur une génération, valent plus que 1000 ans d'histoire. Et maintenant, sur le corps de cet islam squelettique, sur la tombe de cette génération enterrée et sur notre cimetière silencieux, cette âme-là n'est pas descendue. La noirceur, l'obscurité, la terre nocturne persistent toujours. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Écoute, Hamza, je mettrai ce livre en description. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que tu postes des articles ou... Oui, j'ai une page Facebook donc, à mon nom, Hamza Ismili, où je poste beaucoup d'articles. Enfin, je la gère un peu comme une page Facebook? publique. Oui, enfin, et sinon, oui, j'ai des écrits que justement, dont je mets souvent les liens sur ma page Facebook. Ok, super, je mettrai ça en description aussi. Barakallahu fik, Hamza, Allah accepte, barakallahu fik. et à bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.